Salut à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Total Remake. Aujourd'hui, nous allons nous attaquer à un authentique monument du 7e art. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans, King Kong? Tout à fait, Jeff. En partant du film culte originel de 1933, nous passerons en revue ces deux remakes, de 1976 par John Guillermin, puis de 2005 par Peter Jackson, ainsi que tous les descendants plus ou moins heureux que King Kong a engendrés. Tout d'abord, on peut affirmer sans trop craindre de se tromper que l'image de King Kong escaladant l'Empire State Building, symbole de la toute-puissance du capitalisme et de l'Amérique, est dans toutes les mémoires. En revanche, ce qu'on connaît moins, c'est la passionnante genèse de ce projet hors du commun et profondément novateur pour l'époque. Ce qui nous pousse tout naturellement à nous demander d'où peut provenir une idée aussi incertaine et farfelue qu'un singe géant kidnappant une jeune femme. Avant tout, rappelons que les contrées sauvages et exotiques ont toujours inspiré les artistes, quelle que soit leur discipline. Ainsi, en 1887, le sculpteur français Emmanuel Frémiet achève une œuvre illustrant le kidnapping d'une femme par un gorille furieux. S'inspirant d'un fait divers gabonais sans doute fictif, la sculpture n'en présente pas moins des similitudes étonnantes par rapport au futur projet de King Kong. Mais le véritable père de King Kong qui a porté ce projet difficile à bout de bras est l'américain Merian Caldwell Cooper. Né en octobre 1893 en Floride dans une famille de militaires, il est marqué très jeune par toute une série d'ouvrages. Les voyages de Gulliver de Jonathan Swift, Le livre de la jungle de Rudyard Kipling, ainsi que par les travaux de l'explorateur et naturaliste Paul Duchaillu, à qui on doit plusieurs livres de vulgarisation scientifique, dont Afrique équatoriale, rédigé en 1861. On y retrouve les thèmes qui façonneront le futur King Kong de 1933. Une expédition en milieu hostile et un gorille agressif. Pour le grand public, Duchaillu est surtout connu pour avoir été le premier occidental à s'être trouvé face à un gorille. Toutes ces lectures vont faire tranquillement leur chemin dans l'esprit du jeune Merian C. Cooper. Mais pour l'heure, la Première Guerre mondiale éclate en 1914 et, âgé d'une vingtaine d'années, il sert dans l'aviation. Son avion est abattu en plein vol et il est prisonnier dans un camp allemand. Une fois libéré, le jeune et aventureux lieutenant-colonel Cooper ne tarde pas à faire une rencontre capitale pour la suite. En 1919, à la gare de Vienne, son destin croise celui d'un jeune aviateur et caméraman de guerre, Ernest B. Schoedsack. Les deux hommes ont le même âge, ils sympathisent, mais repartent provisoirement chacun de leur côté. Schoedsack exfiltre des Polonais en Autriche, tandis que Cooper part sur le front russe pour combattre les communistes. Là encore, son avion est abattu en 1920 et il connaît le goulag pendant 9 mois avant de s'évader. Les deux amis se retrouvent à Londres et, animés du même goût du risque et de l'aventure, ils profitent de l'émergence de cet art encore tout récent qu'est le cinéma et décident de réaliser ensemble des documentaires d'exploration. Inspirés par Nanook l'Esquimau, ils inaugurent leur collaboration par un documentaire tourné en Éthiopie. Hélas, la pellicule brûlera à bord d'un vieux rafio. Nullement découragé malgré cet incident, le tandem de cinéastes aventuriers réalise d'autres documentaires aux 4 coins de la planète, se risquant à suivre des tribus nomades et à traverser des pays en guerre, notamment en Syrie, en Iran et en Équateur. En 1925, un personnage atypique fait son apparition dans les projets du tandem. Marguerite Harrison, que Cooper a rencontrée pendant sa captivité en Russie. Tour à tour espionne pour le gouvernement américain, reporter et cinéaste, elle se montre grandement intéressée par leur projet et décide de financer leur prochain film en leur cédant la somme de $10 000. Ce sera Grasse, tourné près de la frontière turco-iranienne, où ils suivent la tribu des Bakhtiari jusque dans le sud de l'Iran. C'est en Équateur que Schoedsack rencontre Ruth Rose, comédienne au chômage devenue voyageuse. La passion de l'aventure les unit et Ruth Rose deviendra vite Madame Schoedsack, qui aura un rôle capital dans les futurs projets du duo. Leur travail sur Grasse tape dans l'œil de Jesse Lasky, l'un des fondateurs de la Paramount, qui devient leur producteur. C'est ainsi que sort en avril 1927 le premier film majeur du tandem, Chang, docu-fiction dont le tournage durera 14 mois dans une province du nord-est de la Thaïlande, qui raconte l'histoire d'un pauvre paysan luttant pour survivre dans l'hostilité de la jungle. C'est lors du tournage de ce film que Cooper croisera la route du naturaliste W. Douglas Burden. Ce dernier tient en haute estime le travail de cinéaste de Cooper, lequel admire tout autant les travaux du scientifique, en particulier son documentaire réalisé lors de son séjour sur l'île de Komodo. Voici comment Burden dépeint l'île de Wetar, voisine de Komodo. Émergeant des flots, l'île apparaît comme un vaste ensemble de montagnes déchiquetées, dont le désordre des pics en dents de scie crée une barrière insurmontable à quiconque voudrait se rendre en son centre. Une description qui n'est pas sans évoquer la future Skull Island de King Kong. À l'issue d'un tournage harassant, durant lequel Schoedsack contracte la malaria, Chang est un succès, ce qui encourage notre infatigable duo à envisager des projets plus ambitieux. En effet, Les 4 plumes blanches, sorti en 1929, est l'un des derniers grands classiques du muet de l'ère hollywoodienne.
Il est à noter que la nouvelle d'Alfred Edward Woodley Mason, publiée en 1902, sera l'objet de plusieurs adaptations cinématographiques, la dernière en date étant sortie en 2002 sous le titre Frères du désert avec Heath Ledger. En 1931, le couple Ruth Rose Schoedsack achève Rango, un docu-fiction tourné à Sumatra. Pendant ce temps-là, Merian C. Cooper est resté à New York où il est à la direction de la compagnie aérienne Pan Am et de la Western Air Express. Mais d'une imagination toujours débordante, il est obnubilé par un seul et même projet, King Kong. J'ai commencé à sérieusement penser à King Kong vers la fin de l'automne 1931. Je désirais tout d'abord me rendre en Afrique pour y tourner un film sur les gorilles, les vrais gorilles. Nous étions déjà en pleine Grande Dépression et personne ne tenait à investir dans un périple pareil. J'ai alors suggéré à mon ami David O. Selznick, vice-président de la RKO, de réaliser en studio un film de fiction dont le héros serait un gorille géant. Un film qui s'appuierait sur l'existence probable, il y a longtemps, d'une bête plus puissante et plus intelligente que toutes les autres. Une bête suggérant, préfigurant la naissance de l'homme. Une idée alors me frappa. Que serait-il advenu à cette haute figure de la vie animale préhistorique dans notre civilisation matérialiste et mécanisée ? Cooper n'a pas encore de scénario à soumettre à David O. Selznick, mais il n'a pas abattu toutes ses cartes et dispose d'un atout de taille. Willis H. O'Brien, admirateur de Georges Méliès et grand pionnier de l'animation image par image, appelée stop motion, surtout connu pour avoir conçu les effets spéciaux du Monde perdu, réalisé par Harry O. Hoyt en 1925 et adapté du roman de Sir Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes. Par la suite, la carrière de O'Brien est stoppée par le crash financier de 1929. Et à son grand désespoir, plusieurs de ses projets ne peuvent aboutir. En particulier Création, débutée en 1931, qui devait raconter les aventures d'un groupe de naufragés sur une île perdue, peuplée de dinosaures. Cooper, s'il n'est guère convaincu par l'originalité du scénario, éprouve une sincère admiration pour le travail de Willis O'Brien, un génie absolu selon lui. Inachevé à jamais car trop coûteux et irréalisable à cause de la récession économique, le projet sera toutefois déterminant pour l'élaboration de King Kong, tant du point de vue scénaristique que technique. Ainsi, Cooper, désireux de convaincre David O. Selznick de le suivre dans son projet, commande une douzaine de croquis à O'Brien, épaulés par les directeurs artistiques Mario Larrinaga et Byron L. Crabb. Le tout premier dessin représentait King Kong au sommet de l'Empire State Building, tenant une femme dans une main pendant que les avions le mitraillent. Le deuxième représentait Kong dans la jungle, secouant un tronc d'arbre pour en faire tomber les marins. Il y avait 12 dessins en tout, dont 11 ont été méticuleusement réalisés et reproduits en séquence réelle à l'écran. Pour mettre toutes les chances de leur côté, Cooper et O'Brien, aidés par le Mexicain Marcel Delgado, tournent un bout d'essai donnant un aperçu convaincant du procédé de l'animation image par image. Une manière aussi pour Cooper de donner la preuve que l'option de mettre un comédien dans un costume de singe était totalement risible. Selznick tombe littéralement sous le charme et donne son feu vert. Le projet King Kong est officiellement lancé. Ironie du sort, Selznick quitte rapidement la RKO pour la Metro-Goldwyn-Mayer, où une grande carrière l'attend, puisqu'il sera à l'origine de quelques grands chefs-d'œuvre du cinéma hollywoodien, dont Autant n'emporte le vent, Rebecca et Duel au soleil. Et comme l'on n'est jamais mieux servi que par soi-même, c'est Merian C. Cooper qui le remplace à la vice-présidence de la RKO. Mais si King Kong s'annonce comme un projet avant-gardiste jamais vu jusqu'alors, c'est grâce à son équipe technique aussi débrouillarde que talentueuse. O'Brien et ses collaborateurs disposent de plusieurs décors miniatures agrémentés de plantes factices conçues à partir de fils de cuivre. Pour pouvoir fixer les figurines sur la table d'animation, le sol de ces modèles réduits est parsemé de petits trous. Pour concevoir cette série de décors miniatures, O'Brien, Larrinaga et Crabb ont en tête une référence absolue. Gustave Doré. Il s'agit de donner au décor une profondeur et un luxe de détail dignes des gravures du maître. Ainsi, Larrinaga et Crabb peignent-ils des trompe-l'œil qui glissent ici et là dans le décor, de façon à figurer en arrière-plan par rapport aux figurines représentant les créatures. De même, ils conçoivent des portions de peinture sur verre qu'ils fixent entre la caméra et le plateau de tournage pour les amorces. De son côté, Marcel Delgado se lance dans la conception des personnages miniatures. Les travaux du paléontologue Barnum Brown et surtout les œuvres du peintre hyper-réaliste Charles R. Knight lui servent de référence. Les armatures des personnages sont construites en duralium trempé. Les muscles, quant à eux, sont constitués de morceaux d'éponge. Enfin, les figurines sont recouvertes d'une peau en caoutchouc. Mais les difficultés viendront avec la conception du design de la vedette du film, King Kong. Cooper trouve ridicule la première maquette du monstre conçue par O'Brien et Delgado, représentant une créature hybride mi-homme, mi-singe. Une nouvelle version, plus simiesque et terrifiante, est créée. Mais là encore, Cooper, intraitable, rejette cette deuxième maquette. Ces échecs successifs conduiront O'Brien à se réfugier dans l'alcool à plusieurs reprises. Finalement, la troisième maquette, conçue selon les dimensions exactes d'un gorille que Cooper est allé lui-même demander au Muséum d'histoire naturelle de New York, sera approuvée. 5 figurines de 45 cm chacune sont alors créées,
toutes très expressives malgré leur taille modeste. Leur armature est mobile et recouverte d'une fourrure en peau de lapin, laquelle aura tendance à bouger entre chaque prise à cause des manipulations des animateurs. Petite parenthèse, cette technique est encore utilisée de nos jours dans le domaine de l'animation, notamment par les studios Aardman Animations, avec Chicken Run, Wallace et Gromit, Pirate, Shaun le Mouton et Laika avec Coraline, Paranorman et Box Trolls. You ever think about the universe, Mr. Trout? What if our world is just like a tiny speck? A tiny little speck. And there are giants looking down on us. And every time we move, It's actually them moving us. seems a bit tedious. Like that. Just there. Me blinking. That would have taken them a day. Me moving my arm. 500 men. I mean, none of them are going home. They're having to do this bit. And now this bit. And this bit. I mean, this should stop. O'Brien cherche à présent à trouver un procédé rendant possible les interactions entre les créatures miniatures et les acteurs. Mais les techniques déjà connues du cache contre cache et de la surimpression se révèlent peu satisfaisantes pour King Kong. O'Brien tombe alors sur Sidney Saunders, un technicien de l'optique travaillant à la RKO, lequel invente un écran souple et lumineux en cellulose acétate permettant de procéder à des incrustations. C'est la technique de la rétroprojection. Saunders en livre également une version adaptable au décor miniature, de façon à projeter les vrais comédiens derrière des maquettes animées. Linwood Giddon, autre technicien officiant à la RKO, conçoit quant à lui une tireuse optique très perfectionnée, utilisant 2 projecteurs diffusant 2 images vers une seule et même caméra, permettant de composer des images complexes. Techniciens ingénieux, Saunders et Dunn y sont pour beaucoup dans la réussite technique et esthétique du film. Ils remporteront d'ailleurs l'Oscar de l'exploit technique en 1934. Les répliques grandeur nature du pied et de la main de Kong sont construites. La main est composée d'une armature en acier que l'on peut articuler entre chaque prise. Afin de tester la solidité et l'efficacité de cet accessoire, Cooper demande à sa secrétaire de servir de cobaye. Une fois assise dans la main géante, celle-ci se soulève à plusieurs mètres au-dessus du sol, et tandis que la pauvre femme hurle dans les airs, le procédé est approuvé. Enfin, le buste grandeur nature de Kong est constitué d'une charpente en bois recouverte d'une sous-couche en fil de fer, tissu et caoutchouc. Du balsa recouvert de plâtre est utilisé pour les dents et les yeux, mesurant chacun 30 cm de diamètre. La fourrure est constituée de pas moins d'une trentaine de peaux d'ours. L'univers visuel de King Kong est enfin défini, grâce au génie conjugué de plusieurs artistes et techniciens hors normes. Le tout supervisé par Cooper, auteur complet du film. Sur King Kong, j'ai tout contrôlé. J'y étais à la fois le patron et le créateur. Si le projet s'annonce prometteur sur le plan technique, manque encore l'élément essentiel, le scénario. Pour ce faire, Cooper fait appel au célèbre romancier anglais Edgar Wallace, spécialisé dans les récits policiers et d'aventure, considéré comme le maître du mystère. Wallace livre son script, y mettant en scène une bande de bagnards en cavale, débarquant sur une île, capturant King Kong pour l'exhiber dans un cirque, avant de se terminer par la mort de Kong, frappé par la foudre au sommet de l'Empire State Building. Malheureusement, Wallace décède d'une pneumonie en février 1932, et son script sera transformé en profondeur par le scénariste James Ashmore Crillman. Ruth Rose, quant à elle, contribuera à insuffler au dialogue une connotation réaliste et crédible. Aidée en cela par son expérience d'aventurière ayant roulé sa bosse dans des contrées sauvages. De plus, elle garde intact le proverbe arabe ouvrant le film, cher à Cooper. Au final, on pourrait résumer le synopsis définitif comme suit. Au début des années 1930, l'ambitieux cinéaste Carl Denham rêve de rejoindre l'océan Indien pour filmer Skull Island, une contrée encore inconnue. Embarqué à bord du Venture, commandé par le capitaine Engelhorn, il prend sous son aile la comédienne Anne Darrow, qui deviendra l'actrice principale de son film. Cette dernière fait la connaissance à bord de Jack Driscoll, le second du navire. Une fois débarquée sur l'île, Anne se fait enlever par des indigènes pour être offerte en sacrifice à leur dieu Kong, un gorille gigantesque. Aussitôt, Denham est obsédé à l'idée de capturer le monstre pour pouvoir l'exhiber à New York. Côté casting, Marianne C. Cooper fait appel à Fay Wray pour incarner Anne Darrow. C'est une jeune actrice de 25 ans qui a déjà travaillé avec de grands noms comme Howard Hawks, Joseph von Sternberg et Erich von Stroheim. Elle connaît déjà Marianne C. Cooper et Ernest B. Schoedsack pour avoir travaillé sous leur direction dans Les 4 Plumes Blanches. Lorsque Cooper lui propose le projet, il s'efforce de rester évasif, lui promettant pour partenaire le plus brun et le plus grand des jeunes premiers d'Hollywood. Vient compléter la distribution Robert Armstrong, interprétant ici le cinéaste mégalomane Carl Denham, qui peut être perçu comme une sorte d'alter ego de Cooper. Le jeune premier Bruce Cabot, quant à lui, incarne le marin Jack Driscoll.
Fay Wray et Robert Armstrong se retrouveront également dans Les Chasses du Comte Zaroff, classique du film d'aventure réalisé par Ernest Bichotzak et Irving Pichel et tourné parallèlement à King Kong dans les mêmes décors et avec la même équipe. Enfin, la musique originale du film est composée par le grand Max Steiner. Autrichien d'origine et élève de Gustav Mahler, il signera par la suite les bandes originales de plus d'une centaine de films, parmi lesquels Autant en emporte le vent, Casablanca et Le Grand Sommeil. Fin 1931, le tournage avec les comédiens peut débuter. Fort de leur longue collaboration, Cooper et Schoedsack s'organisent et se partagent les scènes à tourner. Le premier se charge notamment des séquences dans la jungle de Skull Island et de la scène finale en haut de l'Empire State Building, tandis que le second se voit confier les séquences sur le bateau et avec les indigènes, ainsi que la scène où Kong brise ses chaînes devant les spectateurs new-yorkais. Le tournage de King Kong sera long et éprouvant, notamment pour l'actrice principale. Fay Wray doit rester 24 heures consécutives sur un arbre lors du combat entre Kong et le T-Rex, avec comme seule consigne de la part de Cooper « Vas-y, crie, comme si ta vie était en jeu. » C'est justement à force de crier que la comédienne rencontrera des problèmes. J'ai passé 4 mois dans une main absolument énorme. La main où l'on filmait tous les gros plans mesurait presque 2 mètres. Dans le bras en fourrure, il y avait une structure d'acier et toute cette mécanique pouvait être levée et abaissée comme une grue. Les doigts pouvaient me serrer la taille dans la position debout. Ils m'élevaient alors à 30 mètres du sol pour que je sois cadrée par une caméra, elle-même montée sur un chariot élévateur. Quand je me débattais et que j'hurlais dans la main de Kong, ses mêmes doigts s'ouvraient petit à petit. Ma peur était réelle quand je m'agrippais à son poignet, à son pouce. J'étais prête à n'importe quoi pour éviter de lâcher prise et de m'écraser au sol. Techniquement parlant, le tournage du film est une prouesse. Entre un matériel pas toujours performant et des impératifs contraignants, comme celui d'humidifier les décors miniatures entre chaque prise à cause de la chaleur des projecteurs, les membres du staff doivent faire preuve d'une patience inouïe face à des difficultés jamais rencontrées jusqu'alors. O'Brien reste fidèle à sa réputation de perfectionniste et exige le maximum de ses techniciens. Le credo de Cooper n'est-il pas ? Rendez tout plus inaccessible, difficile et dangereux. A noter également qu'une scène tournée à l'époque ne figure pas dans le montage final. Celle où des marins, accrochés au tronc d'arbre et tombant au fond du gouffre, sont attaqués par des araignées géantes et autres créatures monstrueuses. Finalement, cette scène sera abandonnée car trop choquante et freinant le rythme du métrage. Elle n'a d'ailleurs jamais été retrouvée. Si Cooper supprimera finalement la scène des araignées, il rajoutera celle où Kong attaque le métro aérien. En effet, lorsque le monteur Ted Cheeseman affirme à Cooper que le film tiendra en 13 bobines, celui-ci, particulièrement superstitieux, panique et rappelle ses techniciens, leur demandant de tourner plusieurs scènes supplémentaires, dont celle du métro, devenue légendaire. Ainsi, le métrage tient en 14 bobines. Le tournage du film s'achevant en février 1933, le film de Cooper et Schoedsack sort le 7 avril de la même année. Avec un budget initial de 670 000 $, le film en rapportera près de 6 207 000, soit presque 10 fois plus. Proposant une relecture du mythe de La Belle et la Bête à travers un spectacle jamais vu auparavant, le film est un mélange d'horreur et de poésie et a terrorisé toute une génération de spectateurs grâce à des prouesses techniques poussées à leur paroxysme. En revanche, ironie du sort, O'Brien et son équipe ne tireront aucune gloire personnelle du triomphe du film, puisqu'ils seront ignorés par l'Académie des Oscars et que leurs noms ne seront même pas mentionnés sur l'affiche du film. Bizarrement, même l'actrice principale Fay Wray ne tirera aucun bénéfice de cette expérience. Victime du succès du film, elle ne parviendra pas à se libérer de son rôle. On la verra dans des films mineurs jusqu'en 1958, partageant sa carrière entre les États-Unis et la Grande-Bretagne sans vrai succès. Voilà, c'était la première partie du dossier King Kong de Total Remake. Merci à tous d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne YouTube ainsi qu'à nous suivre sur nos pages Facebook et Twitter. Et si vous voulez nous soutenir pour les futures productions, Tipeee existe aussi. Je vous dis donc à très bientôt pour la deuxième partie et je vous propose de finir sur un petit récapitulatif. Ciao.